Ils sont 12. 12 stades bâtis aux quatre coins de l'Europe. Imaginés par les architectes les plus audacieux et construits par des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs. 12 arènes gigantesques, sélectionnées pour accueillir les matchs d'un événement planétaire, le Championnat d'Europe de football 2020. Embarqués pour un tour d'Europe inédit à la découverte des plus beaux stades du continent. Dans cet épisode, le stade d'Hampden Park de Glasgow en Écosse contre l'Aviva Stadium de Dublin en Irlande. D'un côté, un stade construit en 1903. Qui a su se rénover au fil du temps et qui a accueilli des événements sportifs internationaux et des concerts monumentaux. Il a une place à part. C'est un trésor national. Quand il est plein, l'atmosphère est incroyable. De l'autre, un stade qui a été entièrement détruit puis reconstruit. Une enceinte avant-gardiste, totalement unique, qui a dû s'adapter aux multiples exigences du site en plein cœur de la ville de Dublin. Le défi, c'était la taille du site. On a dû l'exploiter au maximum et en repousser constamment les limites. Deux stades mythiques, Glasgow et Dublin. Commençons notre voyage par l'Écosse et sa plus grande ville, avec ses 600 000 habitants, Glasgow. Située au centre-ouest du pays, cette cité ouvrière n'a rien perdu de sa superbe, malgré le déclin économique des années 1960. De l'architecture industrielle à l'architecture victorienne, Glasgow a connu de multiples évolutions. Et un monument symbolise à lui tout seul l'histoire de la ville. Son stade, Hampden Park. Ce stade légendaire, ancré dans la mémoire collective, existe depuis plus de 120 ans. Mais il a subi au fil du temps de grandes transformations. Richard McBrearty, conservateur du Musée national du football, en connaît tous les détails. Situé dans l'enceinte même du stade, le musée retrace l'histoire mémorable du football écossais, à commencer par le premier match international qui a opposé l'Écosse à l'Angleterre. C'est l'équipe du club amateur de Queen's Park qui représente l'équipe nationale écossaise. L'Angleterre est venue pour jouer contre l'Écosse sur un terrain de cricket parce qu'en 1872, les enceintes de football fermées n'existaient pas encore à Glasgow. Le match a eu un succès énorme. On en parle comme le déclencheur de l'explosion du football. Quelques mois plus tard, en mars 1873, l'Association écossaise de football est créée. La Coupe d'Écosse est instituée et ça c'est vraiment grâce au club de Queen's Park qui a joué un rôle majeur en rassemblant les premiers clubs. Face à un tel succès, l'équipe de Queen's Park veut se doter d'un stade digne de ce nom. En 1873, elle construit Hampden 1, qui peut accueillir 20 000 spectateurs. Mais 10 ans plus tard, l'installation d'une voie ferrée contraint l'équipe à déménager. En 1884, le deuxième Hampden Park, d'une capacité de 25 000 spectateurs, est inauguré. Et en 1903, c'est un troisième stade encore plus grand qui voit le jour, pouvant accueillir jusqu'à 40 000 supporters.
Richard nous emmène sur les lieux de l'ancien stade mythique Hampden 2. Là, on se trouve sur le lieu de l'actuel Catkin Park. Mais avant 1903, c'était le deuxième Hampden Park. Le club de Queen's Park était basé ici de 1884 à 1903. On sait que le sol était beaucoup plus bas et qu'il y avait l'ancienne tribune tout le long du terrain de ce côté-là, à l'époque du Hampden Park 2. On sait que le bâtiment principal était de ce côté-là, dans le coin, au bout à droite. On a les photos. On peut vraiment faire tout à pied en 10 minutes. Du stade Hampden Park, on arrive sur les sites des deux anciens Hampden Park. C'est vraiment tout près. C'est donc sur ce territoire extrêmement restreint que s'est écrit la grande histoire du football écossais. En 1902, une tragédie va changer la manière de concevoir et de bâtir les stades. Le stade Ibrox, un autre stade de la ville, est le théâtre d'un drame. Lors du match Écosse-Angleterre, une partie de la structure en bois s'effondre et 26 personnes trouvent la mort. Pour éviter qu'un tel accident se produise dans la nouvelle enceinte, les concepteurs du troisième Hampden ont donc décidé de revoir leur plan. Quand le stade est inauguré en 1903, on peut vraiment voir qu'il se différencie des modèles précédents. Le bassin naturel sur lequel il est bâti assure des gradins à la structure solide. Des sortes de barrières de sécurité sont installées pour éviter de trop encombrer certaines zones. Donc, on voit apparaître dans Hampden Park des systèmes de câbles d'acier tendus entre des poteaux de béton qui servent à contrôler les foules impressionnantes qui viennent au match. À son ouverture, avec une capacité de 40 000 places, le troisième Hampden Park est le plus grand stade de football du monde. Au fil des années, il se transforme, s'agrandit et se modernise pour accueillir toujours plus de spectateurs. En 1937, il dépasse tous les records avec 149 415 personnes. Mais en 1950, il est détrôné par le stade Maracana et ses 200 000 spectateurs. Un autre stade est lui aussi chargé d'histoire. L'Aviva Stadium, anciennement stade de Lansdowne Road à Dublin. À la différence d'Hampden Park, l'enceinte irlandaise est toujours restée au même endroit. Mais les constructeurs ont dû relever de nombreux défis pour la moderniser tout en s'adaptant au site. Ici, en Irlande, au bord de la mythique Lansdowne Road, ce stade est une véritable institution. Construit en 1872, ce stade a d'abord accueilli 2 clubs de foot de la ville et l'équipe nationale de rugby, avant de devenir également, depuis les années 80, l'enceinte officielle de l'équipe nationale de football. Si au fil du XXe siècle, le stade Lansdowne Road a connu différentes rénovations, à l'aube des années 2000, il est désuet. Il faut totalement le détruire pour le reconstruire. C'était un vieux stade qui n'avait que 24 000 places assises. Et le reste de la foule, soit 26 000 personnes, restait debout. Donc c'était dur à gérer. Donc on a décidé en 2004 qu'il nous fallait un nouveau stade.
Pour les instances de football et pour les supporters, c'est une évidence. La nouvelle enceinte doit être construite exactement au même endroit que la précédente. Mais ce site est particulièrement complexe. Le stade est situé en plein cœur du tissu urbain, à 2 km du centre-ville. À l'est, la rivière d'Oder constitue une limite naturelle. Une ligne ferroviaire traverse le site du nord au sud. Elle relie Dublin à Rosslare, port de connexion vers le Royaume-Uni et toute l'Europe. Et tout autour, le lieu est bordé de quartiers résidentiels. Mais pour respecter les nouvelles normes d'hospitalité dans un stade, sa taille doit augmenter de 51%. Alors, comment faire rentrer un stade aussi grand sur une surface si réduite? La tâche pour les constructeurs s'avère immense, d'autant que les contraintes sont multiples. Je dirais que c'est sûrement le site le plus complexe auquel des concepteurs aient dû faire face pour installer un stade. Si le stade était orienté est-ouest, les tribunes nord et sud borderaient davantage les quartiers résidentiels, projetteraient leur ombre sur les maisons et dérangeraient plus d'habitants. Il empiéterait également sur le terrain annexe d'entraînement de rugby qui doit impérativement être conservé. Les architectes n'ont donc pas le choix. L'orientation du stade doit être nord-sud. Cette nouvelle implantation s'adapte parfaitement au site. Mais avec seulement 3 accès, il faut en créer de nouveaux. Et d'importants travaux sont indispensables. La promenade qui longe la rivière est aménagée et élargie, créant un 4e accès. Une nouvelle structure enjambe la voie ferrée qui sépare le site en deux et forme ainsi un podium qui offre un 5e accès. Au niveau de Swan Lane, une maison appartenant à la ville de Dublin est démolie pour permettre un 6e et dernier accès. Tout cela remodèle complètement le quartier. Désormais, la rivière est bordée d'une promenade qui profite à tous les citadins, même en dehors des jours de match. Mais la nouvelle orientation et les nouveaux accès ne facilitent pas pour autant la conception du stade. La forme du nouveau stade Aviva est unique. D'abord parce qu'elle s'adapte au site. Il fallait créer une structure de gradins la plus haute possible, parce que c'est ça qui crée l'atmosphère. Mais il fallait aussi s'assurer que le stade s'accorde avec l'environnement autour, la ville, la zone résidentielle. Cette accumulation de restrictions nous a conduit à choisir une solution qui est vraiment satisfaisante. La proximité des habitations va donc jouer un rôle déterminant dans la forme de l'arène. Les quartiers résidentiels au sud et au nord ne permettent pas de construire une structure très haute. Les maisons accolées au site n'ont qu'un étage ou deux et paraîtraient minuscules par rapport à une hauteur habituelle de stade, pouvant aller jusqu'à 50 ou 60 mètres de hauteur. Pour ne pas nuire aux habitations, l'ombre du stade et donc sa hauteur doivent être minimales. Pour les architectes, la marge de manœuvre est extrêmement réduite. La hauteur de la façade nord ne doit pas dépasser 24,45 mètres. On en parle comme du premier stade qui s'adapte à son site, particulièrement bien intégré à sa position dans Dublin. Une de ses plus belles caractéristiques, c'est l'asymétrie de son design, selon différents axes. Ça lui donne une identité unique. Ce sont donc les contraintes du site qui ont façonné l'ADN du stade en lui donnant cette ligne futuriste si spécifique.
Si le stade s'accorde parfaitement au quartier, il s'adapte également à la ville et à son environnement. L'intention architecturale était de créer une forme éphémère dans la ligne d'horizon de la ville qui rappelle les collines au sud de Dublin. Le résultat final respecte l'histoire. Il respecte la ville. De nombreux immeubles du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle à Dublin ont des toits en forme de dôme. C'est vraiment une des caractéristiques de la ville. Dublin est une ville assez basse. Donc de loin, on voit des clochers, des dômes et d'autres formes qui composent les toits de la ville. Et maintenant, le stade Aviva fait juste partie de ces formes-là. Les architectes et ingénieurs continuent de trouver des solutions aux nombreux obstacles qui se présentent. Mais ils ne sont pas encore au bout de leur peine. Dublin peut être sujette à des inondations et les nappes phréatiques sont très hautes, à de nombreux endroits dans la ville et notamment sur notre site. Avoir des nappes phréatiques hautes est toujours un problème pour les constructeurs. Il faut construire dans du sec. Il faut pouvoir assécher le sol pour pouvoir creuser. C'est le seul moyen de construire en toute sécurité et rapidement. À cet endroit, les nappes phréatiques sont à seulement 2 ou 3 mètres sous terre. Pour construire le stade, les ingénieurs ont donc choisi de commencer en été pour que le sol soit le moins humide possible. Ils ont conçu des fondations spécifiques pour permettre au stade de s'ancrer solidement dans le sol. Les constructeurs ont enfoncé des pieux dans une couche de sol solide à 25 mètres de profondeur. La présence d'une telle enceinte modifie considérablement l'évacuation des eaux de pluie qui risqueraient de faire déborder la rivière. Pour l'éviter, les constructeurs ont conçu un gigantesque réservoir sous le stade. Situé à l'est, il est juste sous la tribune. Sur le toit, des gouttières captent la pluie et acheminent l'eau jusqu'au réservoir grâce à un réseau de tuyaux. Ils stockent l'eau et contrôlent la quantité rejetée dans la rivière qui jouxte le stade. Ce système ingénieux permet d'éviter les risques de débordement des canaux ou de la rivière. Lors de la conception de telles structures, des centaines de paramètres sont à prendre en compte. Et celui de la pluie n'est pas à négliger, surtout pas à Dublin. Le défi, c'était la taille du site. On a dû l'exploiter au maximum et en repousser constamment les limites. À Glasgow aussi, il pleut très régulièrement. Dans les années 90, les travaux pour couvrir l'ensemble des gradins sont enfin entrepris. Il fallait moderniser le stade pour des raisons de sécurité. Mieux contrôler la foule, réduire l'affluence et augmenter la sécurité en général. Et aussi concevoir un environnement plus accueillant pour les spectateurs, pour qu'ils puissent regarder les matchs de foot en étant protégés par un toit plutôt que d'être à découvert. Les travaux de réhabilitation du stade se sont déroulés en 2 phases. D'abord, la couverture des tribunes nord et est, puis les tribunes ouest et sud. La structure générale du toit est un système de poutres en porte-à-faux. Pour couvrir la totalité des gradins et donc tous les spectateurs, il a fallu concevoir une charpente allant jusqu'à 42 mètres de long. Pour équilibrer un tel porte-à-faux, les structures porteuses doivent être particulièrement solides. Les ingénieurs ont donc installé 2 colonnes de béton par section. Une à l'arrière des tribunes et une à la périphérie du stade qui servent de contrepoids et empêchent le toit de basculer vers l'avant. Les piliers sont solidement ancrés dans le sol. Et la particularité de ce toit, c'est sa courbure. La tribune sud est plus haute que les autres.
Les ingénieurs ont donc adapté la forme du toit pour créer un ensemble harmonieux. C'était un challenge, mais ce n'était que de la géométrie. Il fallait faire attention à la géométrie, au design, aux différents niveaux des tribunes et à la conception des poutres du toit pour créer ce profil surélevé au-dessus de la tribune sud. Pour recouvrir le nouveau toit, les ingénieurs doivent trouver le matériau idéal. Sa superficie est très importante et l'espace au centre est très réduit. L'inconvénient, cela empêche la pelouse de recevoir suffisamment de lumière pour pousser. La partie avant du toit qui surplombe les tribunes sud, ouest et partiellement à l'est est translucide. Ça permet à la lumière naturelle de passer à travers jusqu'à la pelouse pour qu'elle ne soit pas constamment dans l'ombre. Donc ça facilite la pousse de l'herbe en laissant la lumière passer. Il y a peu de matériaux qui peuvent offrir cette transparence et le plastique qu'on a choisi offre le niveau idéal de transparence. Et c'est une solution peu chère. En termes de design, nous nous sommes inspirés de la nature. Ça donne une belle apparence. Donc, c'est la combinaison des critères esthétiques, de la fonctionnalité et du coût qui nous ont conduits à choisir ce matériau pour couvrir le toit. La météo est un paramètre clé dans la conception du stade écossais. Les matériaux doivent être parfaitement choisis afin que la structure ne se dégrade pas prématurément. Ainsi, les poutres du toit sont en acier Corten, un acier résistant à la corrosion. L'acier Corten est un alliage d'acier spécifique qui contient beaucoup de cuivre et de nickel. Cette composition chimique confère à l'acier des propriétés de résistance aux intempéries. L'acier s'oxyde lorsqu'il est exposé à l'air. Ça crée cette patine marron, une couleur uniforme sur l'intégralité du toit, qui protège l'acier contre les intempéries et évite de devoir le peindre. Mais les ingénieurs n'ont pas choisi l'acier Corten uniquement pour sa résistance. L'acier Corten est un peu plus cher qu'un acier brut normal, mais il ne nécessite aucune peinture. Quand on regarde le toit, on voit qu'il doit y avoir environ 2000 tonnes d'acier, même plus, sur toute cette surface. Ça a permis d'économiser beaucoup d'argent, de l'ordre de 200 à 250 000 livres. La réalisation du toit au niveau de la tribune sud signe la fin des travaux de la tribune entière à la fin des années 90. Elle est devenue la tribune de référence du stade. La tribune sud est la tribune principale de Hampden. Nous avons veillé à ce que la qualité des installations dans cette zone soit optimale, alors que les 3 autres tribunes ont été conçues comme de simples gradins. La nouvelle tribune accueille un tiers des spectateurs du stade et fournit des services de grande qualité. En plus des zones d'accueil pour les spectateurs, de nouveaux espaces pour les invités VIP, la presse, les médias et les joueurs sont conçus. Une salle de conférence. Une clinique spécialisée dans le sport. Le Musée national du football. Une salle d'échauffement à 2 pas des vestiaires. Une route intérieure en sous-sol est même installée pour permettre un accès sécurisé aux équipes et aux spectateurs VIP. Au 6e étage de la tribune, près de 3000 m² de bureaux accueillent les administrations et les institutions les plus influentes du football écossais. Mais cette offre d'une grande diversité
nécessite de trouver de la place tout en gardant une structure générale harmonieuse. Le stade s'est installé dans un bassin naturel situé sur un terrain en pente. La pelouse se trouve donc un étage en dessous du niveau du sol au sud et 2 étages en dessous au nord. Les architectes ont profité de cette pente existante pour aménager 2 étages inférieurs à la tribune sud. Pour accueillir encore plus de monde, ils ont décidé d'ajouter 2 étages supérieurs qui offrent même un niveau de tribune supplémentaire. Le toit de la tribune sud dépasse de 2 niveaux celui de la tribune nord. Cette courbure particulière est devenue ainsi une des caractéristiques emblématiques du stade Hampden Park. Les grands travaux entrepris pour le toit et la tribune sud ont permis de donner un nouvel éclat à ce stade national qui accueille chaque année de grandes compétitions sportives, mais aussi des concerts de renommée internationale. À Dublin, les architectes et les ingénieurs ont réussi à s'adapter au site et à dessiner une œuvre majestueuse. Au nord de l'enceinte se trouve la plus petite tribune dotée de seulement 14 rangées. À l'est et à l'ouest, les façades sont bien plus imposantes. C'est l'asymétrie générale du bâtiment qui le rend si singulier. La géométrie est le principe fondateur de l'ingénierie. Mais ici, le contrôle de l'irrégularité et de la symétrie demandait d'être très précis, très rapidement, et d'être capable de s'adapter à une variété d'incidences extérieures. Par exemple, une des parties les plus intéressantes du squelette général du stade, ce sont ces niveaux en porte-à-faux qui dépassent de 4 à 4,50 m, et ça sur tout le périmètre du stade. Ces porte-à-faux, situés tout autour du stade, jouent un rôle majeur dans son design. Du côté ouest, ils sont présents sur 3 niveaux, du 5e au 7e étage. Du côté est, ils sont présents sur 6 niveaux, du 2e au 7e étage. Ce système ingénieux permet de créer plus d'espace à chaque niveau supérieur, tout en minimisant l'empreinte générale du stade au sol. Dans les étages, les spectateurs ont une sensation de proximité avec l'extérieur et un lien se crée entre l'enceinte et la ville. Pour soutenir ces porte-à-faux, les architectes conçoivent des colonnes particulières. À chaque étage, chaque colonne s'adapte spécifiquement à la structure. Les unes au-dessus des autres, l'ensemble de ces colonnes semble former un imposant pilier traversant tout le stade. Pour limiter l'ampleur des porte-à-faux, qui créent la courbure externe du stade, on a également courbé nos colonnes, parallèlement au contour de l'enceinte. Ces colonnes sont mises en valeur et elles sont visibles à certains endroits depuis l'extérieur et bien sûr quand on se promène à l'intérieur. Elles font vraiment partie de l'identité du stade. Pour s'adapter à cette forme géométrique sans pareille, les ingénieurs ont dû concevoir différentes formes de colonnes pour chaque étage. Les plus originales sont en forme de V. Elles sont situées au coin sud-est et sud-ouest du stade.
Dans la conception du toit, là aussi, les architectes ont privilégié des courbes insolites. Résultat, un bijou architectural qui fait de ce toit un des emblèmes du stade. Ça en fait une très belle œuvre, cette façade. La complexité des techniques utilisées et l'intégrité technique de son architecture, c'est extrêmement important. Il y a un vrai lien entre l'esthétique, l'intention architecturale et le détail technique. Pour ne pas gêner la visibilité des spectateurs, les concepteurs ont réalisé une structure d'une grande ingéniosité. La structure principale du toit est composée de 3 éléments majeurs. La poutre extérieure qui court tout autour du périmètre du stade et qui est soutenue par le bâtiment lui-même. Puis, 14 poutres secondaires qui relient cette structure au 3e élément, la poutre principale. En forme de fer à cheval, elle repose sur la structure générale du stade et sur les 2 grandes et uniques colonnes en béton situées au nord. Pour couvrir l'ensemble du stade, des poutres tertiaires sont installées au-dessus de la structure du toit principal afin de recevoir des panneaux de polycarbonate. Une fois le toit dessiné, il faut l'assembler. Un défi de taille pour les constructeurs, car la structure principale fonctionne d'un seul tenant, ce qui requiert une organisation minutieuse et spectaculaire. Pour éviter l'utilisation d'un trop grand nombre de tours temporaires sur le site, les ingénieurs ont mis en place une planification spécifique pour n'en utiliser que 6. Ils ont divisé la structure entière en 15 sections à construire. La dernière section, celle de la tribune nord, est indépendante. La première disposition des tours temporaires permet de construire la structure du toit principal jusqu'à la section 6 et de commencer l'installation de la couverture sur les 2 premières sections. Ensuite, seules 2 tours, celles les plus proches du point de départ, sont déplacées vers un autre point car elles ne sont plus utiles. Avec cette nouvelle configuration, le montage peut continuer et atteindre la section 8 pour la structure principale et la section 5 pour la couverture. À nouveau, les 2 tours centrales sont déplacées à un nouveau point stratégique. La structure principale du toit est presque entièrement installée au niveau de la section 13 et la couverture est installée jusqu'à la section 8. La disposition finale, en déplaçant 2 tours, permet de terminer entièrement la structure principale et la couverture. Seuls 4 mouvements de tours temporaires auront été nécessaires pour maintenir la structure en l'air pendant sa construction. Le toit de la tribune nord peut alors être construit, les tours temporaires sont démantelés et la couverture enfin terminée. Une partie de cette structure est maintenant supportée par les 2 mégapiliers à l'intérieur du stade. Un pari immense pour une architecture hors du commun. Et pour recouvrir le stade, architectes et ingénieurs ont choisi un matériau qui doit être en harmonie parfaite avec son environnement. Normalement, le polycarbonate brut est jaune. Pour le rendre transparent, il faut le teinter en bleu. Et dans notre cas, on a décidé de le surteinter en bleu pour s'assurer que la transparence dure, mais aussi pour créer un ensemble de couleurs bleues qui se diffusent à l'intérieur du stade.
Certains panneaux sont orientés vers le ciel, ainsi ils le reflètent, et l'enveloppe du stade se confond complètement avec le ciel. L'impact visuel du stade est ainsi extrêmement réduit. Mais quand on observe les panneaux qui sont plus bas, ils sont orientés vers le sol. Et alors ils permettent un niveau de transparence qui fait que les gens peuvent comprendre le stade et sa structure dans son ensemble. C'est donc avec du polycarbonate que les bâtisseurs vont construire cette façade pour lui donner ce profil architectural si particulier. Les ingénieurs ont conçu des barres d'aluminium qui s'adaptent à la forme verticale du stade. 15 000 doubles supports d'axes métalliques sont fixés sur ces barres. Les panneaux de polycarbonate, en moyenne d'1 mètre sur 3, sont attachés et alignés sur ces supports. Ce système permet d'obtenir un profil ultra spécifique. Ce qui est important avec le double support, c'est qu'il permet de changer de position et de fixer les panneaux. Ça nous donne la possibilité de créer de longues courbes tout le long du stade. Et tout ça nous permet de réaliser l'intention architecturale, qui était de faire écho aux collines de Dublin et d'entourer le stade d'une enveloppe éphémère. La fonction de ces 5000 panneaux en polycarbonate n'est pas uniquement de participer à l'éclat architectural de l'enceinte. On a deux types de polycarbonate autour du stade. Celui qui est sur le toit est composé de plusieurs gouttières qui collectent les eaux et rejoignent les contours extérieurs du stade. Celui-là est étanche. Sur la façade, c'est un type de polycarbonate complètement différent. Le rendre imperméable ne servait à rien. Il fallait protéger le stade, les couloirs où les gens circulent, réduire l'impact du vent et réduire l'entrée d'eau de pluie. C'est pour ça qu'il y a deux types différents de polycarbonate. Et la ligne qui les sépare est en fait la gouttière principale qui fait le tour du stade. Et c'est ce qu'on peut voir quand on s'approche de Lansdowne Road et qu'on aperçoit le stade Aviva. On peut vraiment voir ces deux structures qui sont en polycarbonate solide et teintées en bleu. En construisant cette façade, les architectes et les ingénieurs ont réalisé un véritable exploit. Ils ont su concilier esthétique et technique. Cette façade aux lignes travaillées est devenue le symbole du stade et participe à sa renommée internationale. Ce qui est appréciable, c'est que où que vous soyez dans la ville, vous pouvez voir le stade à des kilomètres à la ronde. Parce qu'il y a toujours un panneau qui va réfléchir le soleil vers là où vous êtes. Donc, quel que soit votre emplacement, vous verrez toujours un petit rayon de soleil réfléchi par le stade. C'est quelque chose de spécial qui rend le stade différent de presque tous les autres bâtiments de la ville. La complexité de la couverture, c'est pour l'instant, de tous les stades qu'on a conçus jusqu'ici, une des couvertures les plus complexes et abouties. Et d'arriver à faire ça, c'est vraiment bien. À Glasgow, dans le stade Hampden Park, la plupart des installations et des services se situent dans la tribune sud. La tribune nord, elle, était vétuste et mal agencée. Il était temps d'entreprendre de grands travaux. La tribune nord, où on se trouve actuellement, a dû être rénovée en 2012.
On s'était rendu compte que les spectateurs n'étaient pas satisfaits de cette tribune qui était beaucoup trop encombrée. On voulait plus d'espace pour les toilettes, les stands de nourriture et de boissons, installer quelques ascenseurs et aussi des nouveaux espaces pour tous ceux qui viennent assister au match de football. Donc le confort des spectateurs de la tribune nord a été vraiment amélioré. Le stade décide d'agir, d'autant qu'en 2014, l'Écosse accueille les Jeux du Commonwealth, une compétition internationale qui attire de grands athlètes et de nombreux spectateurs. Il faut donc augmenter la surface de la tribune nord, mais l'espace restant disponible est très restreint. Dans cette zone, le stade est bordé par Somerville Drive. Et de l'autre côté de la rue, à quelques mètres de l'enceinte, se trouve une zone pavillonnaire. Les architectes ont donc optimisé l'espace et utilisé chaque centimètre carré de disponible. Ainsi, le mur extérieur de la tribune nord forme un angle oblique avec Somerville Drive. Pour les architectes, cette configuration est l'opportunité de créer une façade exceptionnelle. Pour renforcer cette spécificité visuelle, les architectes ont édifié un long mur avec des arêtes équipées d'immenses vitres. La façade est spectaculaire et elle permet au soleil de pénétrer. Les rayons du soleil peuvent pénétrer du côté est et ouest. Donc, il y a beaucoup de soleil en début et en fin de journée. Il y a une évolution étonnante de la lumière au fur et à mesure de la journée, sans perturber le voisinage. Si cette façade est une référence de modernité, les architectes ont également souhaité intégrer un élément symbolique fort et historique. Le design de la façade est vraiment intéressant. On voulait rappeler que c'est le Stade national d'Écosse. Donc, on a eu l'idée d'utiliser le tartan. C'est un motif très écossais. On ne voulait pas non plus que ce soit trop marqué. On ne voulait pas que ça ressemble à un kilt non plus. Donc, on a stylisé le motif avec des nuances de bleu. Et il n'y a pas que la couleur qui change, mais aussi la texture des panneaux. C'est une idée qui symbolise le tartan, mais sans être exactement comme un kilt. Un des points importants a été de conserver les escaliers en tambour emblématiques d'Hampden Park. Ce sont des escaliers circulaires avec des murs en briques de verre. C'était vraiment très caractéristique. On ne voulait pas vraiment les recouvrir, mais on y était obligé. Donc on a essayé de trouver une solution pour qu'ils soient encore présents. On les a laissés tels quels, mais on les a peints de différentes couleurs pour aider les gens qui se déplacent dans le stade à s'orienter. Quand on circule à l'intérieur des tribunes, on peut encore voir les courbes des escaliers. On ne les a pas perdus. Ils existent toujours et on les a mis en avant, célébrés même, si on peut dire. En plus de la valeur historique qu'elles représentent, ces colonnes en escalier donnent une dynamique originale à l'espace, telle des vagues. Enfin, les architectes devaient accomplir une dernière mission. Aménager le rez-de-chaussée, dont la façade est collée à la route. Pour faciliter la circulation des supporters, un grand hall a été créé au niveau du sol. Dans un stade de foot, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut gérer beaucoup de monde, qui entre, qui sort, et tout ça doit se passer dans le confort et la sécurité. C'est pour ça qu'on a décidé de construire le premier niveau et de laisser le rez-de-chaussée disponible, comme un grand hall, un espace extérieur où les gens peuvent attendre pour pénétrer dans le stade. Ce qui est vraiment pratique, c'est qu'ils sont à l'abri. Et évidemment, quand il fait mauvais temps, c'est vraiment un avantage. Particularly when the weather's not good, that's obviously a benefit.
Les architectes et les ingénieurs ont relevé le défi de construire, sur un espace aussi réduit, une extension très fonctionnelle et esthétique. Elle est devenue un repère aux yeux des habitants de Glasgow. Et pour accueillir les Jeux du Commonwealth, une modification hors norme a été apportée. L'enceinte n'est équipée que d'un terrain avec une pelouse. Or, pour cette compétition multisport, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme exige une piste réglementaire de 400 mètres. Quand on nous a proposé qu'Hampden soit aménagé pour les Jeux du Commonwealth, je me suis dit que ça allait être un challenge technique très intéressant. Et j'étais très heureux d'avoir la chance de pouvoir y participer. La solution retenue par les autorités est une plateforme posée sur pilotis à 2 mètres de hauteur. Elle répond aux normes techniques et de sécurité demandées. Mais avant de pouvoir commencer la construction, il reste une dernière étape à valider. Un des plus gros challenges du projet était de persuader les gens, et en particulier les athlètes, qu'une plateforme ne serait pas fragile et qu'en réalité, on aurait l'impression d'être sur le sol, puisqu'elle était ancrée dans le sol. Et donc, pour rassurer les athlètes, on a reproduit un modèle à Glasgow, dans une rue et sur un petit virage. On a construit toute une piste d'athlétisme et on les a laissés courir dessus juste pour leur prouver que ça fonctionnait très bien et qu'ils ne sentiraient aucun mouvement ou aucune vibration et que tout leur paraîtrait normal. Une fois ce système approuvé par les plus grands athlètes, les travaux commencent. D'abord, ils ont retiré 8000 sièges et la pelouse. Ensuite, 1000 panneaux de contreplaqué supportés par 6000 colonnes d'acier vont composer la plateforme. La piste d'athlétisme de 400 mètres et la pelouse sont installées par-dessus. On passe d'un terrain de 7200 mètres carrés à une surface de 18 500 mètres carrés. 16 000 tonnes de matériaux sont utilisées pour finaliser l'installation. Un système de drainage est mis en place. Le système électrique qui existait est déconnecté et un nouveau est installé. La plateforme est construite en 28 semaines et terminée moins de 10 semaines avant l'ouverture des Jeux du Commonwealth. Dans sa configuration finale, la capacité d'accueil est de 43 000 personnes contre 51 000 en temps normal. Une fois les Jeux terminés, la structure a été démontée. Hampden Park a retrouvé sa configuration habituelle. Le stade Hampden Park, véritable berceau du football, a su traverser les siècles et s'inscrire dans la grande histoire du ballon rond. Hampden Park est le stade national d'Écosse. Le Hampden actuel est là depuis 1903. Il représente quelque chose de très spécial pour les Écossais. C'est un trésor national. Quand il est plein, l'atmosphère est incroyable. Le stade Aviva a su se réinventer pour devenir une pièce d'architecture futuriste remarquable. Le stade devait être une icône. Il fallait que les Irlandais puissent en être fiers. Le stade Aviva est instantanément reconnaissable et c'est ça qu'on voulait. Deux enceintes magiques qui attirent des supporters du monde entier.